Bonjour à tous, je suis Aurélie Blonde et je suis ravie de vous accompagner sur cette nouvelle série de Préfonds le podcast, un rendez-vous destiné aux agents de la fonction publique qui vous permettra de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Épargne, retraite ou prévoyance, Préfonds le podcast au plus près de vos préoccupations. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Préfonds le podcast, un numéro consacré au poids des retraites en France, leur poids économique, que représentent-elles dans les finances publiques alors que l'on compte aujourd'hui 17 millions de retraités et qu'ils seront 23 millions demain, mais aussi leur poids symbolique et sociétal. Vous le savez, le sujet des retraites inquiète de plus en plus les Français. Nous tenterons donc de vous donner quelques clés de lecture sur ce sujet avec des économistes et une sociologue, mais avant d'entendre nos intervenants, nous vous avons posé la question: avez-vous une idée de l'importance économique des retraites? Écoutez quelques réponses. J'imagine assez important compte tenu du nombre de retraités qu'il y a, parce qu'il y a un décalage de génération en fait, et qu'à terme, l'argent des cotisations ne sera pas suffisant. De mémoire, on doit être autour de 400 milliards d'euros par an. Je crois que parmi toutes les prestations sociales qu'offre la France, entre l'assurance chômage, entre la CAF, entre les APL et tout ça, je crois que la retraite arrive en premier, largement devant. C'est un poste de dépense extrêmement important, c'est la première dépense sociale en France. C'est un déficit, je pense, quand même, dans l'économie française. C'est-à-dire que plus la population vieillit, plus ça coûte cher. Je pense que ça évolue en permanence, étant donné qu'il va y avoir de plus en plus de personnes à la retraite. Sur le budget total, je dirais 10%. Mais en fait, j'ai pas vraiment de base et pas de connaissances vraiment précises là-dessus. Eh bien voilà, nos économistes vont nous éclairer sur le sujet. Pour en parler, nous sommes avec Marion Arnaud, sociologue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes titulaire d'un doctorat de l'EHESS et spécialisé sur la question des retraites. Philippe Crevel, bonjour. Bonjour. Directeur du Cercle de l'épargne. Denis Ferrand, bonjour, bienvenue. Bonjour. Directeur général de Rexecode. Et Philippe Soubirous, le président de Préfonds. Philippe, on va commencer avec vous. D'abord, pourquoi avoir choisi ce thème du poids des retraites en France ? En matière de retraite, on parle souvent d'âge de départ, de durée de cotisation, de solidarité entre les générations. Et nous avons souhaité éclairer le sujet d'un autre angle, celui du poids des retraites dans l'économie française, mais l'économie au sens large, l'économie sonnante et trébuchante, mais aussi l'économie d'une société, c'est-à-dire son fonctionnement. Et en tant qu'acteur majeur de la retraite supplémentaire, facultative, la Préfonds participe de l'information, de la connaissance, de ce que doit être, de ce qu'est la retraite en France, sans prendre parti. C'est pour cela que nous avons fait appel à des experts. Vous avez rappelé leur nom. Nous remercions leur présence pour mieux comprendre le poids des retraites dans l'économie française. Alors, commençons par quelques chiffres, grande tendance. Denis Ferrand, un des Français interviewés, parlait de 10% du PIB. Je crois qu'on est un peu plus, autour de 13-14. Oui, on est à 14,4% du PIB en 2022, si on prend les rapports notamment de l'adresse, donc l'Institut de statistique du ministère, associé au ministère de la Santé. Mais on dit toujours que les Français ont une mauvaise culture économique, et j'étais assez frappé dans le son que vous avez fait. Il y avait une connaissance assez fine quand quelqu'un a évoqué 400 milliards de dépenses pour la retraite. On est effectivement dans ces eaux-là. C'est 375 milliards si on prend la retraite stricto sensu. On est un peu au-dessus quand on ajoute les dépenses liées à l'âge, liées à la dépendance. Et cela fait donc environ 14% du PIB. Si on l'exprime en proportion, en montant par habitant, ça fait 5 500 € de dépenses par habitant en France pour la retraite chaque année. Et ce 14,4%, il se compare aussi, c'est important d'avoir des points de repère avec ce que font les économies dans la zone euro. C'est un peu plus qu'en zone euro, c'est quasiment 2 points de PIB de plus qu'en moyenne dans la zone euro. C'est à peu près 2 points de plus qu'en Allemagne, qu'en Italie. Et aussi, ce qui est peut-être pas très bien connu, c'est que quand on fait de la projection à long terme de ces dépenses de retraite, en poids dans le PIB, elles devraient un peu baisser. Les dernières projections qui ont été faites nous donnent une orientation à 13,6 points, en partant donc de 14,4 points du PIB pour le poids des retraites actuellement. Et la place dans les prestations sociales ? Eh bien, c'est un tiers, à peu près un tiers des prestations sociales. C'est le premier poste de prestations sociales devant la santé, qui doit faire à peu près 31%. Donc, on est à peu près à 33% pour les dépenses de retraite dans l'ensemble des prestations sociales. Alors, je le disais en préambule, il y a le poids économique, mais il y a aussi le poids symbolique des retraites dans le débat public. Marion Arnaud.
Oui, alors pour ma part, c'est vrai que je n'utiliserai pas l'expression poids pour parler des retraites, mais plutôt d'une place ou d'un rôle structurel. Puisque pour le sociologue Martine Colli, la retraite constitue une institution qui est au cœur de l'économie morale des sociétés du travail. Ça veut dire qu'elle organise la convergence des intérêts à la fois de l'État, qui doit assurer la stabilité de l'ordre social, les intérêts des entreprises, qui veulent employer des individus performants et en bonne santé, et les intérêts des individus qui veulent travailler dignement et vieillir hors du besoin. Donc la dimension symbolique de la retraite, elle est tout à fait centrale, vous avez raison de le dire, parce que la retraite, elle structure l'ordre social, c'est-à-dire qu'elle constitue, si vous voulez, la clé de voûte de toute notre architecture institutionnelle centrée sur le principe de l'intégration par le travail. Et au moins 2 indicateurs le montrent. Historiquement, le droit à la retraite, c'est la première mesure de protection sociale qui a été instituée. Et financièrement, Denis Ferrand l'a rappelé, c'est le premier poste de dépense en matière de protection sociale. Philippe Crevel, il y a aussi la question du niveau de vie des retraités, fondamentale. C'est fondamental. On voit bien qu'avec la question du report de l'indexation des retraites pour 2025, qui est en suspens, on a bien vu toute la sensibilité de la question du niveau de vie. Et d'un côté, il y a un peu la froideur des chiffres, certaines réalités, puis de l'autre côté, il y a le ressenti, c'est pas toujours identique. Alors regardons un petit peu du côté des chiffres. C'est vrai qu'aujourd'hui, le niveau de vie des retraités est plutôt correct en France, et surtout si on regarde par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE. Un retraité en moyenne, et je dis bien attention en moyenne, a un niveau de vie qui est légèrement supérieur à la moyenne de la population. 1%. Et si on regarde l'évolution sur ces 40 dernières années, il y a eu un formidable rattrapage. Entre 1970 et 1990, le niveau de vie des retraités a gagné 30 points. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui permet à un très grand nombre de retraités de vivre correctement leur retraite. Après, il faut voir l'évolution des dernières années. On constate déjà une petite érosion. Les retraites ont un peu souffert de l'inflation, plus que les salaires. Et ce fameux rapport entre le niveau de vie des retraités et l'ensemble de la population se dégrade légèrement. Il était à 105, 106 il y a encore quelques années, et aujourd'hui il est à 101. Et si on regarde les projections du Conseil d'orientation des retraites dans le rapport du mois de juin 2024, on voit que d'ici 2040, ce sera 10 points en dessous de la moyenne de la population, et si on va un peu plus loin, ça va encore baisser. C'est lié donc à la succession de réformes des retraites qui ont été adoptées depuis 1993. C'est lié aux mesures sur l'indexation. Et donc, on voit bien que, évidemment, dans les prochaines années, la question du pouvoir d'achat des retraités, ça va être au cœur des débats. Et on sait que les retraités sont des électeurs, qu'ils votent, qu'ils s'abstiennent moins que le reste de la population. Donc on voit bien les enjeux qu'il y a derrière et le fait que les gouvernements, évidemment, sont pris entre la nécessité de réaliser des économies, car 14% du PIB, et d'autre part une augmentation du nombre de retraités. Il faut voir qu'il y avait 5 millions de retraités en 1981. Quand on passe la retraite à 60 ans. Aujourd'hui, ça a été dit, c'est 17 millions et demain, ce sera 23 millions. On a fait une grande partie du chemin, mais il nous en reste encore une partie. Et puis, l'espérance de vie augmentant, évidemment, le coût des retraites a tendance à augmenter. Mais je dis que c'est une moyenne parce que quand même, il faut souligner qu'il y a aujourd'hui 760 000 retraités qui sont au minimum vieillesse en France, c'est moins de 1 000 € et que 60% donc, des retraités gagnent moins de 1 600 € par mois. Donc la question du niveau de vie, évidemment, ça se pose pour beaucoup de retraités. Alors sur l'évolution, Denis Ferrand, comment les choses ont-elles évolué ces 30 dernières années au regard de l'allongement de l'espérance de vie ? Alors c'est vrai que sur l'espérance de vie, si on prend sur 30 ans, depuis 1990, en gros, la population a gagné 3,3 années d'espérance de vie à 60 ans. Donc on prend l'espérance de vie à 60 ans et non pas l'espérance de vie à la naissance. Donc 3,3 années qui ont été gagnées. C'est 4 ans d'ailleurs pour les hommes, et ça se situe maintenant à 83 ans à peu près pour les femmes. Un peu moins de gains d'espérance de vie, mais on est à 87 ans d'espérance de vie à 60 ans. Donc effectivement, il y a cet allongement, il y a toute la question de l'adaptation des systèmes de retraite à l'espérance de vie. D'ailleurs, c'est ce que font certains pays européens qui font évoluer l'âge d'entrée, l'âge de liquidation de la retraite en fonction de l'évolution de l'espérance de vie. C'est par exemple aux Pays-Bas, vous repoussez l'entrée dans la liquidation en fonction des 2/3 des gains de l'espérance de vie. Si vous gagnez une année d'espérance de vie en moyenne, eh bien, vous allez augmenter l'âge de liquidation des 2/3 de ce gain. Donc il y a les évolutions et l'adaptation
face aux évolutions. Et c'est vrai que sur les évolutions, par exemple, de niveau de vie des retraités, on a la prise en compte à la fois de ce que vont toucher les retraités au titre de leur pension, mais également au titre de leur revenu du capital. Et en fait, une bonne partie de l'augmentation du niveau de vie des retraités qui s'est manifestée, c'est aussi le fait qu'ils détiennent en général plus de capital que n'en a la moyenne de la population. On sait que le taux maximal de détention de patrimoine dans la population, c'est à 75 ans. Donc les retraités ont aussi ces gains du capital qui ont permis de tenir leur niveau de vie. Et puis peut-être un dernier mot, le taux de pauvreté est plus faible chez les retraités qu'il ne l'est dans l'ensemble de la population et l'écart de revenus est plus étroit dans les retraités que dans l'ensemble de la population. Vous avez moins de personnes dans le haut de la distribution et moins de personnes dans le bas de la distribution des revenus ou du niveau de vie. Alors Marion Arnaud, justement sur cette question des petites retraites, puisque un tiers des Français touchent une retraite inférieure à 1 000 €, ça je sais que c'est un sujet que vous regardez de près. Oui, alors peut-être que ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut s'étonner sur l'importance nouvelle de la question du niveau de vie des retraités dans les débats publics autour de la retraite. Parce que effectivement, ça fait quand même 40 ans que le sujet de la retraite, il a investi de façon dominante par la perspective économique. Et donc, l'évolution du système de retraite, il a été motivé d'abord par des objectifs économiques et financiers. Et on n'a pas vraiment pensé la dimension sociale du dispositif. Et donc, du coup, l'enjeu de la régulation des inégalités de niveau de vie assurées par la pension, c'est devenu un sujet pour les politiques publiques de façon assez récente, puisque la DREES fait des estimations sur le volume des retraités modestes depuis 2018. Donc, c'est un peu tout le paradoxe de la situation actuelle. D'un côté, ça fait plus de 20 ans qu'on sait que le niveau de vie des retraités est supérieur en moyenne à celui des actifs, ce que disait tout à l'heure Philippe Crevel, mais quand on y regarde de près, on sait aussi que ça fait, que c'est au moment de la retraite que les inégalités de revenus sont les plus fortes. Et donc, effectivement, depuis 2019, la DREES estime que ce sont un tiers des retraités, donc à peu près 5 millions de personnes, qui sont des retraités modestes, c'est-à-dire qui vivent de pensions inférieures ou égales à 1 000 € par mois, dont 74% de femmes, et donc c'est un chiffre substantiel. Et malheureusement, c'est aussi un sujet d'avenir quand on voit l'évolution des perspectives du niveau de vie des retraités. Sans parler des petites retraites, d'une manière générale, Philippe Crevel, on peut dire que les Français sont de plus en plus inquiets sur leur avenir financier. En matière de retraite, les Français sont inquiets, c'est pas nouveau. Au Cercle de l'épargne, nous réalisons depuis donc une dizaine d'années une enquête sur le sujet. Si on regarde le résultat 2024... Ça ne s'accentue pas. Il n'y a pas de plus en plus d'inquiétude. Il y a des fluctuations. Plus on parle de retraite, plus les Français sont inquiets. Donc quand il y a une réforme, le taux d'inquiétude augmente. Si on regarde 2024, on est sur le fait que les 2 tiers des Français sont inquiets en ce qui concerne leur pension, qu'ils soient retraités ou pas. Donc les retraités sont inquiets sur le niveau de leur pension et considèrent qu'elle est insuffisante pour vivre correctement, et les actifs considèrent que leur future pension ne leur permettra pas de vivre correctement. Si on regarde simplement les actifs, 71% se disent très inquiets. Si on regarde parmi les actifs, les femmes, elles sont encore plus nombreuses. C'est lié au fait que les pensions des femmes sont inférieures à celles des hommes, 40% en moyenne, et donc il y a une sensibilité en se disant, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir au moment de la retraite? Oui, c'est un sujet majeur d'inquiétude. C'est un sujet donc qui est récurrent et qui, aujourd'hui, constitue un des moteurs, justement, de l'épargne, en disant, on est inquiet, qu'est-ce qu'on fait? On épargne. Et le maintien d'un taux d'épargne élevé en France est peut-être lié, justement, à cette inquiétude. On va dire, justement, un mot après des comportements d'épargne des Français. Marion, juste peut-être un mot aussi sur cette inquiétude des Français. Oui, alors si les études sociologiques, elles renseignent pas directement les comportements en matière de retraite supplémentaire, ce qu'on sait en revanche, c'est que la période que l'on traverse depuis le début des années 2010 se caractérise par un fort sentiment d'insécurité sociale qui touche non seulement les actifs et les jeunes, mais aussi les retraités. Et ce sentiment, il traduit un rapport à l'incertitude qui est devenu structurel et qui correspond à la fois à des craintes collectives formulées autour de la capacité du système à garantir la stabilité de l'ordre social, mais aussi au sentiment plus intime de se sentir protégé face aux incertitudes de l'avenir.
Et donc, c'est vrai qu'en sociologie, donc pour comprendre les comportements en matière de retraite des Français, il faut interroger donc les arbitrages qui sont menés à l'échelle du budget des ménages. Et peut-être on peut souligner 2 éléments. Donc, le premier, c'est que l'une des spécificités françaises en matière de comportement à la retraite, c'est que les pensions contributives, elles constituent une part très élevée des revenus disponibles dans la retraite. Pour le dire grossièrement, les Français, ils n'ont pas pour habitude d'épargner pour la retraite, car ils comptent sur la pension contributive pour assurer leur autonomie économique dans la vieillesse. Et cette spécificité nationale, elle s'explique par la philosophie du système de retraite, puisque la création de la retraite en France, elle repose sur le principe de la socialisation des pratiques de prévoyance individuelle. Mais cette garantie d'être autonome économiquement à la retraite, donc elle est conditionnée par le statut professionnel. Les fonctionnaires et les salariés sont davantage protégés par la forme de leur régime de retraite, et ainsi que par la forme de la carrière. Denis Ferrand, sans rentrer dans un catalogue totalement exhaustif des réformes des retraites, quels ont été les principaux ajustements de notre système depuis le rapport Rocard en 1991 ? On est sur, je crois, on a fait 6 réformes de retraite depuis le système Rocard. En gros, les principaux ajustements, ça a été l'allongement, évidemment, des durées de cotisation. Ça a été aussi le changement de mécanisme d'indexation, non plus sur les salaires, mais sur les prix. Donc, on ne prend pas en compte des effets de gain de pouvoir d'achat salarial. C'est les décotes, l'introduction de décotes. C'est les prises en compte de carrière longue. Enfin, il y a eu tout un ensemble d'ajustements qui sont des ajustements, on va dire, de nature paramétrique, où on change les âges d'entrée dans le système, où on change les taux de remplacement, ou en tout cas par tout un ensemble de mécanismes, et ce ne sont jamais des réformes de nature fonctionnelle, des natures organisationnelles. On est vraiment sur, pour ce qui concerne l'espace public de la retraite, on est vraiment sur des ajustements de dispositifs en les allongeant d'une manière générale, en changeant des éléments clés, en changeant des taux de cotisation, beaucoup plus que sur une réforme générale. Et puis peut-être un point qui est très important par rapport à ce qu'a évoqué Madame Arnaud à l'instant, c'est aussi de bien prendre en compte le fait que le poids du dispositif public de retraite est bien plus important en France qu'il ne l'est dans les pays de la zone euro. Quand on compare en général la France à la zone euro, on va regarder le dispositif public. Or, on est à 14,4%, on l'a dit tout à l'heure. Donc c'est 2 points de plus qu'en moyenne dans la zone euro. Mais en Allemagne, c'est 10 points le système public de retraite. Mais c'est parce que vous avez à côté un dispositif privé qui vient compléter beaucoup plus fortement que cela n'est le cas en France, le dispositif de retraite. Donc c'est toujours très compliqué aussi de faire une comparaison à la fois des réformes et des dispositifs entre pays européens. Tout à l'heure, je l'évoquais sur la prise en compte ou pas de l'allongement de l'espérance de vie comme un paramètre d'évolution du dispositif de retraite. C'est le cas dans certains pays, ça n'est pas le cas chez nous. Philippe Crevel, parlons un peu d'épargne. Quels sont les comportements, quelles stratégies les Français adoptent-ils ? Alors, en matière d'épargne, c'est vrai qu'on peut avoir 2 lectures. Le poids de l'épargne retraite, donc de l'épargne constituée en vue d'améliorer donc ces pensions des régimes obligatoires. C'est vrai que le poids en France est faible. Aujourd'hui, les retraités touchent, au titre de ces différents régimes d'épargne retraite, 2,5% de leurs revenus. Le reste, c'est essentiellement donc les revenus issus des régimes obligatoires et puis les revenus du patrimoine. Là où c'est un peu compliqué, c'est quand on pose la question aux Français. Pourquoi épargnez-vous ? Par précaution, évidemment, par peur du lendemain. Et la deuxième motivation, c'est la retraite. Et pour la retraite, comment vous épargnez ? Il y a évidemment les produits comme les plans d'épargne retraite qui ont été donc créés par la loi Pacte en 2019, auxquels la Préfond se rattache. Et il y a également d'autres produits qui servent à la retraite. Il y a l'assurance vie, qui est le premier placement des ménages. Il y a également l'immobilier locatif. Et donc les Français disent « si j'achète un peu un logement, c'est pour la retraite. Si je prends de l'assurance vie, c'est pour la retraite. » Voire même certains, dans les enquêtes que l'on mène, disent « le livret A, ça me servira à la retraite. » Mais là, il y a évidemment une erreur d'appréciation parce que les 22 950 € du livret A ne suffiront pas, évidemment, pour financer une retraite sur une durée, une espérance de vie de 25 ou de 28 ans à la retraite. Mais si on regarde les résultats de nos enquêtes, on voit que 55% des Français déclarent chaque année mettre de l'argent de côté en vue de la retraite. Donc c'est quelque chose qui constitue une motivation extrêmement élevée. Quels sont les conseils que vous donneriez aux futurs retraités ? Aux futurs retraités, en matière d'épargne, en vue de la retraite, il est important de commencer tôt.
Parce que si on veut avoir justement une enveloppe suffisante pour pouvoir financer sa retraite pendant 25 ans, compléter sa retraite par répartition pendant 25 ans, évidemment, plus on commence tôt, le phénomène de la capitalisation, le fait que l'épargne fait des revenus qui sont donc accumulés, qui génèrent d'autres revenus, l'effort d'épargne à réaliser sera plus faible pour un résultat plus important. Donc c'est évidemment quelque chose de crucial. Puis d'autre part, on a quand même, après de nombreuses années, après de nombreuses dispositions, on a quand même créé aujourd'hui un cadre pour l'épargne retraite qui est assez cohérent avec le plan d'épargne retraite dont j'ai parlé avec la loi Pacte, qui permet une déduction fiscale. Donc, dans ces temps où les impôts ont tendance à augmenter, c'est pas mal d'avoir une déduction fiscale de son revenu imposable. Et donc, il faut en profiter autant que possible pour, évidemment, les personnes qui sont imposées sur le revenu. Et donc, aujourd'hui, il y a des outils qui existent et qui permettent d'améliorer réellement sa pension et qui offrent, en plus, une grande souplesse. On peut choisir la rente, on peut choisir le capital, on peut avoir donc accès à de multiples supports, et même des supports liés à la transition écologique auxquels de nombreux Français sont attachés. Philippe Soubirous, vous avez été un auditeur très attentif, je vous ai vu prendre des notes, je vais vous laisser conclure ce podcast. Oui, je vous remercie de la confiance que vous m'accordez. Je dirais que jusqu'à présent, les débats ont beaucoup porté sur le poids économique au sens stricto sensu, en termes de coûts, de dépenses publiques notamment. Ça peut être un concept discutable. Mais une approche par le bénéfice me paraît tout aussi pertinente. Et un bénéfice qui, je ne vais pas contrarier les économistes qui sont en face de moi, est un bénéfice pour l'économie, c'est-à-dire pour la consommation, pour les échanges dans une société. Mais c'est aussi, comme l'a dit Marion Arnaud, un bénéfice social. Parce que les retraités participent de la société. On cite classiquement la manière dont ils s'occupent des générations qui viennent, etc., etc. Mais il y a aussi un bien-être global, et Philippe Crevel le notait par rapport à angoisse ou pas angoisse. Moi, je conclurai en disant qu'il y a sans doute une nécessité d'anticiper. Anticiper pour ceux qui pilotent le système, pour éviter les à-coups, pour éviter les stress, pour éviter les réformes, j'allais dire, successives, et un manque de confiance, un manque de visibilité dans l'avenir. Mais aussi pour les individus, l'anticipation. Ça a été dit au travers de l'épargne, et c'est tout le sens que nous avons donné depuis plus de 60 ans à l'après-fonds, c'est-à-dire offrir la capacité d'anticiper par une épargne individuelle pour une meilleure retraite. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Marion Arnaud, je rappelle que vous êtes sociologue, spécialiste de la question des retraites. Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne. Denis Ferrand, directeur général de Rexecode. Et Philippe Soubirous, président de Préfonds. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Préfonds, le podcast. Épargne, retraite ou prévoyance, Préfonds, le podcast, au plus près de vos préoccupations.